Ferdinand, tu as suivi avec nous ce sommet, levé des sanctions contre le Mali. Au Burkina Faso, on a accordé, je pense que 24 mois. 24 mois pour aboutir à une nouvelle élection. Oui, je pense que pour les Maliens, c'est une bonne nouvelle. C'est ce qu'on peut le plus souhaiter pour eux parce que dans les 6 mois qu'ont duré ces sanctions-là, le pays a été totalement asphyxié. Et la situation était devenue intenable pour les Maliens. On suit de près ce qui se passe là-bas au Mali. Et la CEDEAO aussi s'est retrouvée dans une situation où elle avait besoin de se décharger rapidement de la question malienne par rapport à toutes les critiques. Il y avait aussi des pays de la CEDEAO qui étaient aussi victimes de l'embargo, les nôtres, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et tout ça. Et donc, c'était une situation qu'il fallait normaliser pour le bien de tout le monde. Disons que le réalisme a pris le dessus. Les gens qui sont à Bamako, les tenants du pouvoir, ont compris aussi que, bon, ils ne pourront pas continuer par... pourront pas continuer par défier tout le monde, être dans le bras de fer permanent avec une forte dose de propagande. Ça ne nourrit pas un peuple. À un moment donné, ça risque de se retourner contre eux. Ils ont compris qu'il fallait lâcher du lest par rapport à leur projet de rester au pouvoir pendant 5 ans et de faire tout ce qu'ils pensaient faire. Et donc, au sommet de juin passé, c'était en juin, début juin passé, les choses n'étaient pas encore en place. On s'attendait à une levée des sanctions, mais comme il n'y avait pas suffisamment de gages de bonne volonté de la part de la junte, les chefs d'État sont restés réticents. On a renvoyé 2 fois, je pense, Jonathan Goutoulo à Bamako, consulter tout le monde. Et puis après, il y a l'exécutif malien qui a commencé par prendre des décisions dans le bon sens, notamment, je sais pas, ils ont annoncé un délai pour la transition et puis après un chronogramme et tout. Donc il y a eu quand même des signaux positifs avant le sommet d'Accra. Donc c'était clair que les chefs d'État ne pouvaient pas continuer par serrer le vis parce qu'il y avait une bonne volonté de côté du Mali. Et donc, disons que bon, l'essentiel c'est que les choses redeviennent normales, mais que chacun reste dans son rôle et que chacun tienne à sa parole. Voilà ce que je voulais dire, chacun tienne à sa parole et que rapidement les choses puissent revenir en ordre dans ces pays-là. Le Mali, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure au niveau des armées, c'est une situation assez fragile. Tellement fragile, moi j'ai tellement d'inquiétudes sur la question malienne. Et je pense même que j'ai bien peur même que les 2 ans ou bien le délai de transition risque d'être mis à mal si la sécurité ne revient pas sur l'ensemble du territoire. Et il y a des risques que la sécurité ne revienne pas. Ça, c'est clair. Maintenant, pour le Burkina Faso, voilà, c'est le coup d'État le plus bête qu'il y ait jamais eu. Voilà des militaires qui étaient au front au lieu d'aller se battre. Bon, ils fuient le terrain des opérations. Ils viennent accuser un civil que c'est lui qui est incompétent. Ils renversent le civil. En 100 jours, ils ont fait plus de morts, eux. Ils ont eu plus d'attaques de morts qu'en 1 an du civil. Ils rappellent le civil en consultation pour avoir des conseils. Bon, quelqu'un disait que bon, Ouagadougou répondait très bien à son nom. C'est la capitale du théâtre en Afrique. Et puis bon, ils ont dit on va rester 36 mois, je pense que c'est ce qu'ils ont dit. Et la CEDEAO dit bon, on vous donne 24 mois. Là aussi, c'est une situation assez fragile, très fragile. Moi, j'ai vu des images, des vidéos d'attaque il y a quelques jours. Ça m'a fait tellement... ça m'a tellement touché, je n'en revenais pas par rapport au niveau de la barbarie. Parce que celui qui a posté la vidéo a supprimé ça parce qu'on lui demandait, mais il a trouvé la vidéo où? Parce que les terroristes, là, ils étaient rentrés dans un village, dans une localité, ils massacraient, mais ils filmaient en même temps. Ils avaient des caméras GoPro. À la manière de filmer, tu sens que c'était une caméra GoPro qui était ici au front. Donc, ils massacraient et ils filmaient. Et quelqu'un était par terre, et il lui a mis, la personne était déjà morte, mais il a continué par lui mettre au moins 5 balles dans la tête. Il a mis une balle dans la hanche, et puis il a crié à la Koubaro, tout ça. Il a continué par tirer sur les autres. Et il filmait ça, avec une caméra au front.
Donc ça veut dire que ces gens sont en train d'acquérir des moyens beaucoup plus modernes et puis en train d'utiliser aussi les moyens de communication modernes pour agir sur l'opinion. Et donc le Burkina, c'est aussi une situation assez fragile. La Guinée, bon, on a Doumbouya et tout son cinéma qu'il est en train de faire là-bas. La situation de la Guinée est beaucoup plus... la Guinée n'est pas aussi mal logée comme les pays enclavés parce que elle a l'avantage d'avoir un accès à la mer, ce n'est pas un pays enclavé, et puis d'avoir sa propre monnaie. C'est vrai que s'il y a des sanctions de la CEDEAO, les partenaires en développement vont suivre. Et comme on sait que nos pays dépendent en partie ou en grande partie des soutiens extérieurs de l'aide au développement, ils vont manquer d'argent pour faire certaines choses. Mais la Guinée peut tenir. C'est pour ça que bon, ils se permettent d'emmerder un peu la CEDEAO, quoi, parce que bon, ils peuvent tenir, ils ont leur propre monnaie. Ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina et du Mali. Bon, disons que les choses rentrent en ordre et espérons que bon, de part et d'autre, il y aura le réalisme qui va prendre le dessus, il y aura le pragmatisme pour que bon, ces pays-là qui sont aujourd'hui en difficulté puissent revenir dans une situation normale. Maintenant, on ne va pas continuer par rentrer dans le jeu des accusations de celui qui a fait celui-ci, celui qui a fait ça. Espérons que la bonne entente qui est en train de s'installer entre les autorités maliennes et les responsables de la CEDEAO va prévaloir jusqu'à la fin de la transition et qu'il n'y aura plus de quoi que de malentendus ou de problèmes entre les entités là, quoi. Voilà ce que moi je peux dire. Donc voilà. Merci beaucoup Ferdinand. Luc, c'est en fait une bonne nouvelle pour les Maliens et les Burkinabés. Oui, en fait, je crois que ce qu'on peut dire sur le sommet du Ghana, marqué essentiellement par la levée des sanctions, c'est de se demander, mais tout ça pour ça, voyez-vous. Quoi qu'on dise, c'est vrai, c'est une décision politique qui a été prise hier en ce qui concerne la levée de cet embargo, mais il demeure qu'il s'agit de l'exécution d'une décision de justice. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là que moi j'ai un problème avec nos gouvernants. Parce que j'ai toujours cette conception qu'on doit toujours gouverner par l'exemple. Ce que vous reprochez aux autres, est-ce que vous soyez capable d'incarner des valeurs inverses, de sorte à avoir la légitimité qui vous permet de faire le reproche à l'autre et de lui dire ça ne doit pas se faire comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on regarde un peu le différend qui a opposé la CEDEAO au Mali jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même des choses regrettables. Tout compte fait, comme l'a dit Ferdinand à l'instant, on ne va pas revenir sur cette guerre, sur les accusations des uns, les fautes des uns et des autres. Mais ce qu'il faut tirer comme leçon, c'est que lorsqu'il y a une situation qui n'est pas normale, surtout justement qu'on ait des gouvernants qui ont sur leurs épaules la vie des millions de personnes, il faut savoir raison garder. Privilégier tout ce qu'il y a d'humain, c'est-à-dire le dialogue, les échanges, la persuasion, la capacité à démontrer les limites des actions qu'on dénonce, de manière à convaincre l'autre et à le déterminer à changer de position. Donc c'est ça qui permet, parce qu'au bout du compte, après cette guerre qui a duré des mois et des mois, finalement, c'est le dialogue qui a permis précisément d'aboutir justement à cette levée des sanctions. Il doit pouvoir prévaloir cela. Pourquoi? Précisément parce que les défis se multiplient, s'accentuent et se métastasent dans l'ensemble de nos pays. On prend le cas du terrorisme dont tu as parlé à l'instant. C'est ça le premier tendon d'Achille des pays de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, qui est en train de s'étendre vers la côte et donc vers des pays comme les nôtres et tout ça. Ça veut dire que l'enjeu pour nos dirigeants, c'est de commencer à réfléchir sérieusement sur les moyens, la manière de mutualiser leur potentiel, leur énergie, leur capacité pour faire face à ce fléau-là. Ainsi que d'autres fléaux liés à la famine, liés à la vie chère, liés à la déstructuration même de nos sociétés. Donc, nos gouvernants doivent retrousser les manches, comme aime le dire Ferdinand, et comprendre qu'ils sont obligés de ne plus être dans les petits détails, dans les problèmes de personnes, des égos, pour travailler en tant que leader. C'est-à-dire des gens qui ont d'abord un regard bienveillant sur l'ensemble de leurs citoyens,
qui reste cohérent et harmonieux avec la vision donc qu'ils ont, qui les a amenés donc au pouvoir et qui a même permis la mise en place de la CEDEAO par exemple, parce qu'en fait, la vocation de la CEDEAO, c'est l'intégration sous-régionale, c'est l'épanouissement des citoyens, c'est la lutte contre des mandats indéfinis, etc. C'est l'alternance, c'est la promotion de la démocratie et tout. Donc, il va falloir qu'ils reviennent sur ces fondamentaux-là, qu'ils mettent toute leur énergie sur ces choses qui permettent d'épanouir les citoyens, de créer l'environnement qui convienne à une perspective de développement, de croissance économique, etc., etc. Donc, tous ces petits détails-là, j'espère que chacun a tiré les leçons qui s'imposent et que, bon, mais on va faire en sorte à être dans une logique de persuasion, de conviction, de manière que là où il y a encore des poches de difficultés, au Burkina Faso par exemple, faire en sorte que, j'apprécie précisément la manière dont la CEDEAO est en train de se prendre, c'est sans doute parce qu'elle s'est mise dans un engrenage au Mali qu'elle ne peut plus répéter la logique aveugle des sanctions qui, au lieu de pénaliser le gouvernant, pénalise malheureusement le peuple innocent. Voyez-vous? Donc ça veut dire qu'il y a un travail sérieux de leadership qui doit redonner la crédibilité à la CEDEAO et qui fera en sorte que sa voix porte partout besoin, lorsqu'il y a une crise quelque part, que ceux qui interviennent pour le compte de la CEDEAO soient eux-mêmes irréprochables, soient exempts des reproches. Parce que quand on va au fond des choses, tout ce qui a causé les coups d'État, etc., il y a d'autres États qui traitent ces genres de gangrènes. Et il faudra bien sûr se méfier et faire en sorte qu'on comprenne que le pouvoir doit servir à servir et non à se servir. Voilà. Merci beaucoup. Oui, et Ferdinand, l'autre nouvelle qu'on a notée au cours de ce sommet, c'est que la présidente tournante de la CEDEAO est revenue à Mbalo. On connaît la position d'Mbalo au troisième mandat et ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Non, mais tu sais... Luc l'a dit tout à l'heure à mot voilé, le problème de la CEDEAO, à un moment donné, c'est le fait que les dirigeants, ceux qui incarnent la CEDEAO, se sont totalement discrédités par rapport à la manière dont ils ont eu à gérer dans un passé récent des crises dans certains pays, y compris par exemple le Togo, voyez-vous. Et donc, mais sur le papier, la CEDEAO, c'est quand même une bonne organisation. Voyez-vous, ils ont un peu de tout. C'est l'intégration régionale, c'est la libre circulation des biens des personnes, c'est la promotion de la démocratie. Sur les papiers et sur l'organisation, le maillage de la région, c'est quand même une bonne organisation. On a connu les Comores ici pour ramener l'ordre au Libéria et en Sierra Leone. Ça veut dire que c'est quand même une organisation. Aujourd'hui, vous remarquerez que parmi les organisations régionales en Afrique, la CEDEAO est la plus en vue. Parce que c'est elle qui est plus ou moins dynamique. Elle tient régulièrement ses sessions, les chefs d'État se réunissent régulièrement, même si on a beaucoup de choses à leur reprocher. Mais vous allez dans d'autres zones, la CEMAC là, c'est comateux. C'est les dinosaures. C'est les dinosaures. Eux, ils ne s'en rendent compte même pas. La dernière fois, le président Cyril Ramaphosa a reconnu que la CEDEAO est l'une des organisations aujourd'hui les plus avancées en termes d'organisation et même prendre de l'ascendant sur l'Union africaine. Le problème, c'est les dirigeants qui incarnent l'institution, qui l'instrumentalisent, qui en ont fait un syndicat. Un syndicat pour se supporter dans le mal, pour cautionner les bêtises des uns et des autres. C'est contre ça qu'il faut lutter. Et donc, quand il y a un tollé en Afrique par rapport à la CEDEAO, suite à ces décisions qui sont prises, certains commencent par prendre conscience, disent mais attendez, si on ne fait pas attention, l'organisation va totalement tomber. Vous savez que la CEDEAO a par exemple une réserve alimentaire. Et ils ont un stock de sécurité alimentaire dans des pays stratégiques où on achète, on stocke, comme on le fait en SAT ici, on stocke la nourriture en cas de famine ou de problème. Ils peuvent, la dernière fois, ils ont prélevé une partie du stock qu'ils ont donné au Burkina, voyez-vous. Et donc, c'est une organisation quand même qu'il faut renforcer. Il faut qu'elle devienne la CEDEAO des peuples, plutôt que la CEDEAO des dirigeants et de leurs ministres diplomates corrompus. Il faut que ça devienne la CEDEAO des peuples, que ce soit les peuples qui impriment le dynamisme de la CEDEAO. Aujourd'hui, on a un tribunal communautaire au Nigeria. Plus de citoyens aujourd'hui sollicitent ce tribunal. Avant, non. Maintenant,
Quand il y a un problème dans un pays où la justice ne tranche pas, les gens qui ont le moyen disent je vais à la CEDEAO. Maintenant, il faut contraindre les États à respecter les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Voyez-vous, et ça, les populations doivent jouer un rôle. Les leaders d'opinion, les associations de la société civile. Le Parlement de la CEDEAO ne doit pas être seulement une occasion pour les députés de prendre l'avion pour aller à Abuja, de prendre des perdièmes et de revenir. Il faut changer tout ça pour que l'institution soit vraiment une institution dynamique au service des citoyens. Rappelons quand même que c'est le seul espace dans lequel tu peux voyager en avion avec une carte d'identité. Même si maintenant on t'en remet ça en cause parce qu'avec le terrorisme, on veut la traçabilité des gens et tout ça. Et donc, maintenant, cette organisation a des principes auxquels tous les États ont souscrit. Si quelqu'un viole le principe, par une rupture constitutionnelle, que ce soit un coup d'État électoral ou militaire, il faut le sanctionner au même titre selon le principe. Mais on voit que lorsqu'on fait des coups d'État électoraux dans certains pays, on fait des fraudes électorales, la CEDEAO, elle croise les bras comme on en a vu dans le cas du Togo. Elle sera complice. Oui, elle sera même complice. Ce sont ces observateurs. Ce sont ces observateurs qui viennent prendre les faux rapports et tout ça. Elle sera complice. Du coup, quand il y a une situation analogue dans un autre pays et qu'on tente sanctionner le pays, les gens disent, mais pourquoi vous voulez traiter les gens au cas par cas? Donc, moi je pense que c'est une organisation améliorée, il faut beaucoup l'améliorer. Il faut l'extirper de l'influence des pays occidentaux qui dictent parfois la démarche à suivre à certains de nos chefs d'État, justement parce que ces pays occidentaux contribuent financièrement beaucoup pour la CEDEAO. Il faut vraiment que la CEDEAO soit indépendante, même si elle reçoit de l'argent de l'extérieur, pour qu'elle soit véritablement au service des peuples. Maintenant, revenons au président Bissau-Guinéen. Bon, c'est quelqu'un qui est assez atypique, c'est un personnage assez atypique. Quand moi je le suis, quand je l'entends parler, il a souvent des réactions épidermiques. Bon, c'est vrai que le pays d'où il vient est un pays assez difficile. C'est un militaire. Je ne sais pas si les généraux colonels, c'est un général, bon, c'est les généraux, c'est bon, tu sais, en Guinée-Bissau, là, un narco-état où il y a des factions qui se font la guerre, les gens se donnent les grades, bon, voilà, c'est un général quand même, mais bon, je ne sais pas s'il a suivi le chemin normal pour devenir général. Ah bon? Dans l'armée, pour devenir général. Donc c'est un général, un bon général. Bien sûr. En tout cas, sur ce plan, il a fait du bon. Donc, lui qui m'apprend des choses. Et donc, c'est vrai qu'à Accra s'est posé le problème de sa capacité à gérer l'institution, vu que son pays est dans une difficulté. On a même envoyé les forces militaires de la CEDEAO là-bas ces derniers temps pour stabiliser le pays. Et puis en plus, où est-ce qu'on va tenir les sommets quand on aura à aller au prochain sommet? Bon, je pense qu'ils ne finiront pas le tenir au Sénégal, quelque part à côté. Et vous savez qu'ils ont été proposés au président ghanéen de prolonger 6 mois. À la tête, puisqu'il a fait 2 mandats, alors qu'il devait faire un seul mandat. Ses proches ont refusé lui-même parce que il était trop pris au niveau de la CEDEAO qu'il a délaissé son pays. Ça l'a éloigné des priorités de son pays. Vous savez qu'actuellement le Ghana est en crise sur le plan économique. Et il y a des manifestations tous les jours sur la vie chère. Le CIDI a chuté. Le Ghana est obligé de retourner au FMI qui va lui imposer maintenant. Ils ont décidé de retourner au FMI qui vont maintenant lui imposer un ajustement forcément. Et c'est un pays très corrompu. Et donc il y a la colère partout aujourd'hui au Ghana à cause de la chute de la monnaie. Et donc ces proches ont estimé que non, que le fait d'être à la tête de la CEDEAO lui prenait trop de temps, donc ils vont se concentrer sur la situation intérieure pour peu de résultats, et même ça crée même des conflits avec d'autres chefs d'État. Et donc il a refusé de prolonger pendant 6 mois, et donc on a fini par donner ça à Mbalo qui normalement devait le prendre, c'est-à-dire c'était son tour. Bon, maintenant il a pris, il est très content. Non, visiblement, il est très content. Lui qui venait d'échapper il n'y a pas longtemps à un coup d'État. On verra ce que ça va donner. L'essentiel, c'est que bon, on puisse vraiment poser les vrais problèmes qui minent notre sous-région sur la table et trouver véritablement des solutions. Et cela nécessite des individus qui ont le leadership, des gens qui ont une vision, des gens qui prennent, qui ont conscience de la situation géopolitique,
de la sous-région et les enjeux auxquels nous faisons face aujourd'hui. Pour que, bon, les petites histoires de mandat, troisième mandat, de quatrième mandat, qui fragilisent même le socle de nos États, soient rapidement éliminées pour que, bon, on n'ait pas à gérer plus de crises dans nos pays au lieu de s'occuper du développement. Donc, espérons qu'Embalo sera à la hauteur, même si moi aussi j'ai quelques réserves. Merci beaucoup, Ferdinand.